Je suis en travail depuis 2 années. Je parle pour la petite, avec qui je partage mon intérieur. Cette petite, je l'ai nommée Pépite, comme la pépite. Mais dans cette histoire, il faut aussi un père. Et donc, j'ai fait une marionnette du père. Alors, la voilà. Voilà. C'est le père. C'est moi qui l'ai fait. Il est lourd, ça fait mal. Mais il paraît que je vais m'habituer. Il n'a pas de jambes, mais il flotte. C'est compliqué, hein, de faire un père qui n'a pas de jambes. C'est pas facile de faire le père. Faire un père, c'est pas évident. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à faire le mien. Mais il fallait que je le fasse. Quelle tête j'allais lui donner? C'est quoi la tête d'un père? Un père a-t-il plusieurs têtes? Combien il en a? Et combien de pères il y a dans une tête? Il le sait? Je me suis souvent demandé pourquoi un jour je me suis mise à raconter des histoires. Eh bien, j'ai un père qui, depuis que je suis toute petite, me raconte des histoires. Et c'est sans doute grâce à ces histoires que, eh bien, je suis comédienne aujourd'hui. Les histoires de mon père étaient souvent mystérieuses, toujours palpitantes, parfois très très compliquées. Mais elles avaient toutes une constante. Eh bien, elles prenaient beaucoup de place. Les histoires de mon père avaient la particularité d'être vivantes. Mon père les vivait. Ce n'était pas que des histoires orales. Mon père les vivait et nous les vivions avec lui. Et nous ne savions jamais où ces histoires allaient nous emmener. Moi, je crois que c'est dans mon ADN. Toutes ces histoires sont quelque part à l'intérieur de mon corps. Et de temps en temps, elles palpitent. Par exemple, un jour, nous sommes allés à la pêche. C'était un dimanche à Fuir, un petit village tout près de Jalais. Mon père est assis dans sa chaise roulante au bord de l'étang, avec nous, tous ses enfants, autour de lui. Alors il y a, il y a mon frère, on va pas dire le grand parce que c'est moi qui suis quand même la plus grande, mais puis le petit frère, je vais le mettre là, lui, ma sœur et moi. Oui, donc nous, on a tous une quarantaine d'années, on a les pieds dans la boue et mon père, lui, il a les pieds posés sur les repose-pieds de sa charrette, les roues coincées avec 2 pierres. Et bien, on pêche. Ah bah, on est équipés, hein, on a tous une canne à pêche,
Des hameçons, des petits verres dans des petites boîtes, et le poisson mort. Oui. Ce jour-là, nous avons pêché 45 truites. C'est énorme, hein, parce que le bassin, il est tout petit. On essaie de faire un truc en famille. Et ça, enfin, c'est toujours très compliqué pour nous. C'est comme à Noël dernier, on a essayé de faire un repas de famille, et ben, ça n'a pas marché. Parce que souvent, mon père, il part. Au bout d'une demi-heure, il se sent pas bien et il dit qu'il va mourir et qu'il va pas revenir. Et alors, on n'invite plus. Mais donc ici, on est à la pêche. Moi, j'aime pas la pêche. Mais mon père, oui, mon frère aussi. Alors, voilà, on pêche. On est tous assis sur des petits tabourets, la canne à pêche dans l'eau et on attend que le poisson morde. Oui, et puis tout à coup, ma sœur dit, mais qu'est-ce qu'il a, il est tout bleu. Alors mon frère, pas, ça va, pas. Ma sœur, il faut le remettre droit, il ne tient plus assis. Alors, mon petit frère, lui, il est plus près. Il essaie de redresser mon père, mais il n'y arrive pas. Alors, ma soeur dit, mais dépêche-toi, il va mourir là. Il tient plus assez. Il faut le remettre droit. Alors, moi, je me décide à avancer pour redresser mon père. Et c'est là que mon frère fonce vers mon père, me coupe la route, me pousse. Et se dirige vers mon père en le secouant très fort, comme ça. Si bien que ma soeur dit, mais arrête de le secouer comme un prunier. Mon frère s'arrête. Pas. Ça va? Pas, ça va? Et là, on entend, j'ai plus d'air. Il faut me changer ma bonbonne. Quoi? Je n'ai plus d'air. Il faut me changer ma bonbonne. Alors, on se regarde tous. On regarde mon père. Et ma soeur dit, mais ta bonbonne, elle n'est pas chargée? C'est Aline qui s'est occupée de ma bonbonne. Alors mon frère, mais personne ne sort avec une bonbonne vide. J'en ai une autre. Ici en dessous, dit mon père en montrant le dessous de sa charrette. Alors mon frère se précipite, il fouille dans le fouillis là après la bonbonne et ma sœur pendant ce temps-là elle se dit mais dépêche-toi, il est tout bleu, il va mourir. C'est là que mon frère ressort triomphant avec l'objet en main qu'il lève bien haut. Je l'ai. Où est-ce que je dois la mettre? Nom de Dieu. Dépêche-toi. Je n'ai plus d'air, je ne sais plus respirer. Je sais quand même rien faire. Hein. Et alors là, ma soeur, elle s'énerve, elle s'excite. Et puis mon frère, il tourne autour, là. Puis voilà, c'est fait. Pendant quelques minutes, personne ne bouge. On a tous et toutes les yeux fixés sur mon père qui fait de grandes respirations par ses tuyaux.
ça va mieux. Maintenant, donne-moi le petit sac, là. Alors, mon frère, ça, le sac en plastique, oui, c'est ça. Catherine, Catherine, où est-ce qu'elle est encore? Catherine, oh bah oui, je suis là. Attention, tu marches sur mes tuyaux. Ah, pardon. Et là, il me tend une petite boîte à bijoux, une petite boîte carrée qu'il a sortie du sac. C'est quoi? C'est pour toi. Oui, mais qu'est-ce que c'est? Ben, ouvre-le, hein, tu verras, hein. Ouvre-le, non, de Dieu. Alors les autres autour de moi, mais vas-y, hein, ouvre-la cette boîte. C'est une bague. Avec des tout petits points rouges. Et là, je le regarde. Il est tout... Il rayonne. C'est un rubis. Un rubis? Oui, c'est un rubis. Je l'ai acheté pour toi, c'est pour ton anniversaire, c'est pour tes 40 ans. Mais papa, moi j'ai 45 ans. Bon, je crois pas qu'il m'a entendu, hein, il continue à me regarder tout fier. C'est ton rubis, Catherine, c'est ton rubis. Alors, c'est un enchevêtrement de fils dorés parsemé ici et là de tout petits points rouges. Une choucroute. Un rubis. Oui, oui, c'est ton rubis, oui, Et là, il s'énerve, c'est ton rubis, oui. Et là, je dis, oui, merci. Enfin, et je l'embrasse, enfin, je tente, hein, parce que on est au bord de l'étang, les pieds dans la boue, il y a son tuyau qui est partout, le tuyau d'oxygène partout au sol, et nom de Dieu, il faudrait quand même pas qu'il tombe à l'eau, hein, parce qu'il est capable. Il est capable. Et puis là, mon frère, c'est pas un rubis, ça, hein. Enfin, si, c'est un rubis, si. Non, pas, allez. Le rouge est presque orange et en plus il est mat. Oui. C'est un rubis mat. Ils sont très rares. Moi, d'un coup, hein, je sens plus mes jambes, j'ai chaud, ça... c'est... Pourtant, je suis bien là au sol, les deux pieds dans la boue. Et c'est là que je vois qu'à côté de ma botte droite, il y a son tuyau d'oxygène à lui. Alors, je me penche. Je le ramasse. Et je le serre. Je le serre fort. De plus en plus fort. Arrête, je ne sais plus respirer. Oh, pardon. Mais je ne sais pas enlever mes mains du tuyau, mais mes doigts sont crispés dessus. Et là, mon frère, mais lâche le tuyau, nom de Dieu. Il fonce vers moi, il veut m'arracher le tuyau, mais je résiste. Et puis le tuyau finit par tomber au sol et là je dis, merci, oui, c'est un rubis étrange. Mais il est beau. Et je le dis comme quand j'avais 5 ans, quand j'étais petite. Merci, papa. Bon, alors, la bague, elle est toujours dans sa petite boîte rouge,
sur une étagère dans ma chambre et je passe devant tous les matins. Et tous les matins, je me dis, mais vestifera regia vous rubimat. Le frère 2, le frère A, la sœur. Ben, on va plus en parler. Je les range. J'ai plus envie de les voir. De toute façon, c'est pas leur histoire. Parce que cette histoire, c'est l'histoire de mon père. Et moi. C'est la nuit et j'ai 5 ans. Je suis couchée, je dors. Et tout à coup, je me réveille dans un truc fabuleux. Et je me dis, waouh! Il y a une fanfare qui joue dans ma chambre. Alors je m'assieds sur mon lit et j'écoute. Et je finis par sortir de ma chambre, très silencieusement et sur la pointe des pieds. Et j'avance. Et je me dis, mais c'est qui joue de la trompette ici? Je continue mon chemin et puis je rentre par le salon. Et puis là, j'arrive dans la cuisine. Et là, assis sur une chaise, à côté de la table, dans la cuisine, au milieu de la nuit, eh ben, il y a mon père. Et il joue de la trompette. Et c'est vraiment c'est beau. Alors moi, je prends... Bah, oui, je m'assieds en face de lui et je regarde mon père. Et il joue longtemps. Hein. Et puis tout à coup, il s'immobilise. Il range sa trompette dans son étui noir et... Papa, qu'est-ce que tu fais tout seul dans la cuisine? Il fait tout noir. Il me répond pas. Je crois qu'il me voit pas. Puis il reprend sa trompette, son étui noir, il sort de la cuisine et il monte se coucher. Eh bien, aujourd'hui encore, hein, je me demande si ça s'est vraiment passé, cette histoire-là, ou bien si je l'ai imaginé. Mais oui, on sait bien, hein, les histoires, les souvenirs, c'est pas très fiable. Non, c'est pas fiable, c'est trompeur. Mais moi je sais. Parce que j'ai enregistré l'histoire plusieurs fois, mon histoire. Pour me rappeler, parce que j'en avais besoin. Parce que oui, les souvenirs, ça trompe. Par exemple,
barres de brûle rouge de fin centimètres, des cheveux bruns, des sourcils épais avec au milieu deux longs poils qu'il n'a jamais voulu couper, des lunettes en métal, un pantalon en pied de poule, des bottes en caoutchouc. Voilà. Parce que, oui, j'étais très, très, très enthousiaste le jour où j'ai écrit et enregistré cette petite portion d'histoire, et c'est plus tout à fait comme ça que je la raconterai aujourd'hui. D'ailleurs, voilà. La première mission a commencé à Ster. On habite à Ster, Francorchamps, à côté de l'église et en face du ferrailleur. Mon père rentre, il sort de Salada, il rentre chez nous, on est en automne. Et il franchit la porte d'entrée et puis il se plante au milieu du salon et un rayon de soleil tombe sur lui. Pouh, mon père est un chevalier, je me dis. Il y a trop de pauvres en Belgique. Les gens ont le droit d'être sauvés. Nous allons commencer par ceux qui sont autour de nous. Verviers. Oui, parce qu'à Verviers, les gens sont plus malheureux qu'ailleurs. Ils sont plus alcooliques. Alors on va les aider. On a une mission. Bon. Une mission, je me dis, comme genre un agent secret, un détective, un truc comme ça. On est des aventuriers, des chevaliers, des soldats peut-être. Oui. Alors moi, moi, la première née, eh bien je serai la première soldate des armées de mon père. Alors je me vois enfiler des jambières, un casque et une armure et genoux en terre, prêtant serment. Comme la photo de Jeanne d'Arc là, dans la bibliothèque de mon père. Je partirai en croisade, marchant dans la plaine, mon épée au-dessus du champ de bataille. Et je me tiendrai dos à mon père pour protéger ses arrières, parce que mon père, oui, il aura besoin de moi pour sauver le monde. Alors oui, j'ai dit oui, j'ai dit oui, papa, oui, j'ai dit oui. Oui. À 8 ans, on dit oui. Donc c'est comme ça qu'on a vu une Lada blanche sillonner la région dans tous les sens. Et c'est là que mon père a entrepris de faire le tour des supermarchés du tronçon Verviers, Stavelot, Malmedy pour récolter les aliments périmés et passer dans les boulangeries tous les soirs à 18h pour prendre les pains qui n'avaient pas été vendus. Mon père, il s'engouffrait dans sa Lada blanche comme on investissait un char d'assaut. Et le monde devenait alors un champ de bataille. Après avoir retourné la campagne, il rentrait le soir, le coffre rempli de yaourt aux fraises, de chocolat, de pain, de pâtes, de fromage, de plein de trucs. Mon père possède plein de pauvres rangés dans des fardes. Et chaque pauvre a un dossier à son nom et aussi un numéro d'immatriculation. Et dans chaque farde,
se trouve aussi la liste des denrées périmées qui ont été attribuées à chaque pauvre depuis le début de la mission. Tout est archivé, les aliments et les gens. Et tous les soirs, les aliments périmés sont triés pour être rangés dans un deuxième frigo. Oui, parce qu'il y a 2 frigos chez nous. Le nôtre, dans la cuisine, et le frigo des pauvres dans le débarras. 3 semaines plus tard, les pauvres nous possèdent. Il y en a jusque dans les chambres. Et le vendredi, eh bien, le salon est le centre des opérations. Et au milieu se tient mon père. Notre mission à nous, ces soldats, c'est de mettre les denrées périmées qui nous citent dans des caisses. On est répartis par secteur. Chacun ses pauvres. Mais pauvres à moi, c'est les familles les familles dont le nom commence par les lettres de F à K. Famille Klein. Oui, alors ça c'est 2 enfants, 2 adultes, un plaquette de chocolat, 6 yaourts, un pain. Famille Fassotte. Ça, ils sont 2 adultes, 4 enfants, 6 yaourts aux fraises, ou du fromage et 2 pains. Famille Gado. Oui, donc ça, ils sont vraiment beaucoup, ceux-là. Il y a un adulte et 7 enfants. Attends, 3 pains, 2 plaquettes de chocolat et 2 blocs de fromage. Famille. Stop. Il manque un yaourt aux fraises. Oui. Parce qu'il est interdit de toucher au frigo des pauvres. C'est une règle de base. Moi, la nuit, j'avais faim. Et alors, je me glissais. Je sortais de mon lit. Et je me glissais hors de ma chambre, dans le noir. Et juste pour aller au frigo, pour voir ce qu'il y avait dedans. En me disant que peut-être que cette fois-ci, il ne remarquerait pas s'il manque un yaourt aux fraises. Hein? Et alors je marchais dans le noir comme ça. Et puis j'arriverais hop, entre le mur et le côté du frigo, et je glissais ma main comme ça vers la poignée du frigo, et je tirais, et enfin j'arrivais, je tirais, et tchac! C'est toujours là qu'une grande main s'abattait sur moi, reclape la porte d'un frigo d'un coup sec, me prend par le col de mon pyjama. Et moi, cette main, moi j'imaginais que c'était une main comme une main de dessin animé. Et elle sortait du mur de la maison avec des branches et des lianes. Et il était c'était très grand. Et là, au milieu, là, il y avait une grande bouche. Et la bouche disait « Retourne au lit !» Moi, la nuit, dans mon lit, je me demande pourquoi je ne peux pas toucher au frigo des pauvres. Pourquoi? Et puis, qu'est-ce que ça peut bien faire
si je prends un bout de gouda périmé ou un yaourt aux fraises? Un soir, je me dis que peut-être que c'est parce que les denrées sont vraiment trop vieilles et qu'elles sont mauvaises et qu'on va attraper un virus si on y touche. Mon père veut sûrement nous protéger. Mais alors pourquoi pas protéger les pauvres aussi? Est-ce que les pauvres seraient immunisés contre certaines maladies et pas nous? Oui. Peut-être que les pauvres et nous, c'est différent, on n'est pas pareil. Mais moi je voudrais bien être pauvre. Hein. Bonjour. Je suis pauvre. Je voudrais accéder au frigo, s'il vous plaît. Je voudrais avoir une caisse. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être pauvre? C'est quoi les... Il faut passer des épreuves? Et est-ce que ça vous tombe dessus comme ça un matin? Paf, comme ça, vous vous réveillez? Ah, je suis pauvre. Et est-ce que nous, par hasard, on serait pas un peu pauvre aussi parce que on n'a rien dans notre frigo, parce que ça quand même, ça compte pour être pauvre. Donc peut-être que nous, on est pauvres. Et mon père ne le sait pas. Est-ce que je dois lui dire, peut-être? Oh, j'essaye, hein, mais j'y arrive pas. Est-ce que c'est normal? Eh bien, la seule fois où on a pu toucher au périmé, eh ben, c'était à Noël. Salade de poulet, poulet curry, poulet piquant, poulet à l'andalouse, poulet à la sauce cocktail, poulet à la sauce brésilienne, poulet thaï, poulet au poulet, poulet à la viande. On les a mis, on les a mis dans un égouttoir pour les décongeler. Et puis on les a mis sur des toasts. Et puis on les a mangés en famille. Parce que, oui, bon, au début de la mission, j'en viens à ça, le curé et les voisins sont venus nous aider. Puis, le curé nous a quittés. Et les voisins se sont lassés. Et il y avait encore plus de pauvres. Enfin, de caisses. Et mon père s'est retrouvé tout seul. Et il n'est plus resté que nous. Ben oui, c'est pas facile, hein, les pauvres. C'est pas facile de gérer ça. Et la dame blanche, un jour, ben, elle est tombée en panne et mon père aussi. Alors, ben, il y a eu des cris, plein de cris, des lumières clignotantes, un bazar pas possible dans toute la rue donc où est papa? Papa est allé se reposer, a dit la mère. Et ça va durer longtemps. Oui, c'est vrai. Ça a duré longtemps. Alors moi, j'ai pas pu savoir où était mon père. J'ai pas pu aller le voir. Alors je me suis couchée.
sur mon lit dans ma chambre pendant des mois. Et pendant des mois, j'ai attendu sans bouger que mon père revienne. Et c'est là que j'ai commencé à voyager. Tout le monde y voit dans ma chambre. Il n'y a pas d'endroit intime, il n'y a pas d'endroit pour se cacher. À cette terre, Francorchamps, il y a juste une grande rue, des sentiers, des fossés, des champs et au milieu de la grande rue, dans l'épicentre, il y a notre maison. Et au deuxième étage, il y a ma chambre. Et autour de ma chambre, il y a eux. Et dans ma chambre, couché sur mon lit, les yeux fixés au plafond, qui attend et qui voyage, il y a moi. Et autour de ma chambre, il y a eux. Parce que ma chambre n'a pas de mur. Ma chambre n'a que des fenêtres qui font comme des yeux qui regardent. Et ils me regardent. Mais moi aussi, je les regarde passer. Ma chambre, c'est un radeau qui flotte au-dessus d'une inondation. Oh oui, il faut mettre de grandes bottes pour rentrer dans ma chambre. Et puis aussi un casque pour se protéger la tête. Parce qu'on ne sait jamais que sur un coup de tête, ma chambre se détache du reste de la maison. Que le toit s'arrache et qu'il tombe sur tout le monde en dessous. Que les tuiles éclatent dans tous les sens et vont sur ma mère, mon père, mes frères, ma sœur, Bertha, Yvon et tous les autres. Et ça ferait des dégâts. Oui. Et peut-être des morts. Et de là, ma chambre et moi, on s'envolerait haut. Au-dessus des ruines. Et dans un grand battement d'ailes majestueux, on descendrait sur le circuit de Francorchamps, on descendrait en piqué sur le circuit comme ça et on se retrouverait d'un coup à côté de Niki Lauda, Ayrton Senna, Alain Prost, et puis on dépasserait Michel Vaillant. Oh oui. Et de là, ma chambre relèverait la tête vers le ciel, elle rabattrait ses ailes le long de ses flancs et elle monterait haut, de plus en plus haut. Et d'en haut, ce serait beau. Et j'ai 10 ans tout d'un coup, pouf. Et je suis grande. Et ma chambre est le centre névralgique de mon être. Allô? Madame Gavage? C'est moi, c'est Catherine. Allô? Il faudrait venir là parce que papa il est rentré et il parle pas, ça fait des semaines et des semaines que ça dure, il est assis devant le fauteuil, dans le fauteuil devant le poêle et j'ai froid. Allô? Est-ce que quelqu'un
médicamentant? Mon père, oui, il a fini par revenir à la maison. Il ne parlait pas beaucoup et il faisait des tartes. Et moi, après l'avoir attendu quand même si longtemps, je me demande pourquoi il fait toutes ces tartes. Il y en a beaucoup. On ne pourra pas les manger toutes. Alors je me dis que peut-être qu'il a fait des tartes là où il avait été et qu'il savait plus s'arrêter et que ça lui faisait du bien de faire des tartes. Ou peut-être que faisait des tartes pour les pauvres. Mais ça devait pas être ça parce que les pauvres on n'en parlait plus, c'est comme si les pauvres n'avaient jamais existé. Un jour, mon père est assis à la table de la cuisine en train de peler des abricots. Et moi, je suis assise en face de lui. Je le regarde et j'attends qu'il parle. J'attends longtemps. Papa, pourquoi tu fais toutes ces tartes? Parce que il y en a beaucoup. Pour me concentrer. Il me répond. Je cherche à entendre Dieu. Dieu parle. On peut entendre Dieu en faisant des tartes aux abricots. Ah! Mais moi aussi je veux entendre Dieu, hein. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des tartes avec mon père. Mais je me suis appliquée. Mais même dans le silence le plus absolu, Dieu ne m'a jamais parlé. Allô? Madame Gavage? Allô? Madame Gavage? Dieu? Mon père, un jour, est de nouveau sorti de sa lada blanche. Il s'est planté au milieu du salon et un crayon de soleil. Et j'ai décidé de me faire baptiser. Et là, un dimanche, il nous enfourne tous dans sa lada blanche. Il nous débarque tous d'un bloc sur le trottoir. Et on atterrit à... On est devenu... On commence à participer au culte protestant, pentecôtiste, baptiste, évangélique. Alors c'est un espace avec des grands, avec des bancs en rangée, en face de ce qui ressemble à, oui, à un hôtel d'église catholique, mais sans dorure, sans statue et sans curé. Et au milieu, un micro et un pupitre. Nous,
Nous, on est assis au premier rang à gauche. Alors, il y a ma mère, ma sœur, mes 2 frères et moi. Et je me demande si c'est ici que je vais rencontrer Dieu, parce que où est-il? Est-ce que je vais enfin l'entendre? On s'est fait beau. Alors, au centre, là, un peu sur le côté, il y a une grande baignoire blanche, remplie d'eau. Et au sol, un essuie blanc. Il y a une femme qui arrive et elle prend le micro en disant nous allons chanter en langue Alléluia. Et là, tout le monde, toute la salle chante. Alors nous aussi. Je demande à ma mère, mais on doit chanter aussi parce que moi je connais pas les paroles. Fais semblant. Jésus, oui, amen, 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 oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Saint-Esprit, oh Jésus, oh prends-moi, oh Jésus, prends, oui, oh Jésus. Bon, ça chante longtemps. Et la femme, elle vient nous mettre la main sur le front en disant que Saint-Esprit, Seigneur, ressentez son pouvoir. Bon, alors là, il y a des gens qui tombent partout. Il y en a beaucoup. Ils sont tous partout, ils crient, ils chantent, et ils sont tous partout par terre, les uns sur les autres. Et puis, oui, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Et puis tout à coup, les chants et les cris de la salle s'arrêtent d'un coup. Les gens se relèvent, et un homme arrive, et c'est le pasteur. Il prend le micro et il dit que nous allons aujourd'hui accueillir notre frère Alain. Notre frère Alain, c'est mon père? Qu'est-ce qu'on va nous faire? Qu'est-ce qui se passe? Et là, je vois mon père arriver entre 2 personnes, et il porte une longue chemise de nuit blanche qui lui arrive jusqu'aux pieds. Il est pieds nus, il n'a pas de chaussures, et de sa longue barbe brune. Moi, je l'ai jamais vu comme ça. Et il s'avance et il commence à réciter une prière que toute la salle récite avec lui. Alors je me dis qu'il faut au moins que je la connaisse, cette prière-là. Alors je bouge les lèvres. Et là j'entends. Je m'appelle Alain. J'ai 35 ans. J'ai 4 enfants. J'habite à Ster. Je souhaite, par ce baptême, mourir à mon ancienne vie et renaître à nouveau dans le Christ.
Et là, je vois mon père se diriger vers la baignoire et rentrer dedans, s'y asseoir, s'y coucher. Je le vois plus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va nous faire? Est-ce qu'on va noyer mon père? Alors moi, oui, de là où je suis, je m'imagine mon père avec son masque, des palmes et un tuba. Et je l'imagine qui respire par son petit tuyau et qui réfléchit au moment où il sortira et qu'il va nous dire que c'est une grosse blague. Et là, au milieu des chants et des cris de toute la salle, la large main du pasteur arrive comme ça au-dessus de lui, au milieu du psaume 56. Elle descend comme ça vers lui dans ses 120 kilos, sa longue barbe brune et sa longue chemise de nuit blanche. Et elle lui enfonce la tête dans l'eau. Et il dit: Alain, par cette déclaration de foi, je te baptise. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je veux pas être là, moi. Je veux partir. Et là, je sens une boule. Une boule se former dans mon ventre et je sens que la boule grossit. Elle grossit. Elle grossit. 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 Grossit et elle éclate dans mon sang. Elle monte le long de ma colonne. Elle rentre dans mes os. Et elle éclate dans mon cœur et elle monte le long de ma gorge. Je sais plus respirer. Et elle me... La honte. Elle est rentrée en moi. Des raidères. Des mars, des yaourts aux fraises, des chocolats, des fromages, du pain, des spaghettis, des chics, tout ce qui passe, eh ben je mange. Un soir, on est tous assis dans le salon et c'est rare. Et on regarde un film en famille, L'Exorciste. C'est l'histoire d'une fille qui n'a plus d'identité. Quelqu'un s'accroche à ses entrailles et lui vole sa vie. Et c'est ça qui est terrible, c'est que la fille, elle ne peut rien faire. Elle est obligée de suivre. Elle est possédée. Ben, ça arrive. Hein.
Dans chaque évêché, il y a un prêtre exorciste, a dit mon père. Ça peut arriver à n'importe qui hein, d'être possédé. Oh, attends, parce que... Oui, non mais attends, parce que moi j'ai 13 ans et la fille dans le film, elle a... Oui, elle a 13 ans. Alors, c'est quoi les conditions de la possession? Et comment je peux le savoir, moi, si je suis possédée? Est-ce que la possession et la folie, ça fonctionne de la même manière? Est-ce que... Comment on le sait si on est fou ou folle? Alors un soir, je me dis qu'il faut que je me tue. Avant d'être possédée. Parce que... Pour protéger ma famille. Parce que oui... Un malheur arrive, il va arriver, ça je le sens, c'est sûr, il va arriver le malheur. Depuis des années, je fais le même rêve. Je suis dans un tribunal. Au premier rang, à gauche. À côté de moi, il y a une petite. Bon, je sais que c'est moi. Hein. Et en face, il y a un pupitre. Et il y a aussi quelqu'un, mais je ne sais pas qui c'est, je ne vois pas son visage. Je sais juste que la porte est fermée, je ne peux pas sortir. Et parfois, la porte est entrouverte, mais je ne sors quand même pas. Et parfois, la petite et moi, on se tient la main. Mmh. Et puis parfois, on est à distance. Eh bien, les matins, quand je me réveille, je me demande ce qu'il y a derrière cette porte. Et si même j'avais la clé, est-ce que la petite et moi, on oserait ouvrir cette porte? Ok. Ah, allô? Allô, Madame Gavage? C'est moi, c'est Catherine. J'ai 15 ans, là, et... Oui, allô? Allô? Il faudrait venir, parce que papa, ça va pas du tout, il va se passer quelque chose, il faut venir. Allô? Madame Gavage? Quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'entend? On habite à Spa. Et mon père rentre de nouveau dans le salon avec un bébé dans les bras. Et qui me met dans mes bras à moi. C'est qui? C'est Eric. On va s'en occuper pendant quelque temps. Mais attends, mais il a pas des parents, ce bébé? On doit le rendre à ses parents,
On doit le rendre à ses parents, ce bébé-là. Ses parents ils sont toxicomanes, ils peuvent pas s'occuper de leur bébé pour le moment, alors on va s'en occuper. Mais on peut pas faire ça, s'occuper de ce bébé, on peut pas, on peut pas, non, on peut pas faire ça, hein. On peut pas faire ça, on peut pas. C'est pas, on doit le rendre. On rendra rien du tout. Sinon, ses parents, on va leur enlever leur enfant et on va garder ce bébé. On a une mission. Mais je m'en fous de ta mission, moi. Je garde déjà tout le monde ici. Je peux pas garder un bébé en plus. Et puis, on peut pas faire ça. On doit dire à des gens que ses parents sont toxicomanes. On va dire à Madame Gavage, parce que oui, Madame Gavage, elle sait de la mutuelle. Elle saura quoi faire, parce que nous, on peut pas. On dira rien du tout. Alors on l'a gardé, le bébé. Et puis au bout d'un moment, on l'a rendu à ses parents toxicomanes. Mon père a dit... Et ils vont mieux. C'est passé dans les journaux. Un bébé a été retrouvé mort dans un 2 pièces à Dijon. Ses parents toxicomanes sont inculpés d'homicide volontaire. Il avait laissé mourir de faim dans son lit tout seul. Il paraît que quand on l'a retrouvé, il donnait l'impression de flotter comme un radeau sur le lit d'une rivière. Ses petits vêtements éparpillés autour de lui. C'était Eric. Le bébé que je ne voulais pas. Je l'avais lavé, je l'avais lingé, je l'avais promené, il avait dormi dans mon lit. Et il était mort. Ah. De raideur, de Mars, du chocolat, du pain, des pâtes, des yaourts aux fraises, du fromage, des saucissoines, des chocoprinces. Tout ce qui passe, je mange. Elle! Oh, c'est la fille de son père. Elle bouge pas, elle parle pas, elle est bizarre, elle est toute noire. C'est la fille de son père, elle est folle. Elle n'a pas d'argent, elle est pauvre, elle est toujours mal habillée, cette fille, c'est une honte. C'est une honte, cette fille. Elle va dans les cafés au lieu d'aller à l'école. Elle va finir mal, ah oui. C'est une pute, c'est une grosse pute. Oui. Elle reste dans sa chambre, cette fille. Elle parle pas. Elle est grosse. Elle mange beaucoup. C'est la fille de son père, hein. Elle est folle. Elle traverse pas au feu vert, non. Elle s'accroche au poteau pour pas s'envoler. C'est la fille de son père. C'est un gros tas dans un fauteuil. Et tout le monde rentre dans sa chambre. Ah non. Non. C'est pas vrai. C'est pas ça. C'est pas vrai. Non, je peux pas entendre ça. Je peux pas entendre ça. Je peux pas entendre ça.
Je me suis déplacée ailleurs, hors de ma colonne, loin de mes vertèbres. Je me suis écartée. Mon corps n'avait plus de contour et ma colonne n'était plus vertébrale. C'est pas mal écrit, hein? Désaxée. Sortie de son axe. C'est moi qui l'ai écrit. Désarticulée. Bon, J'étais démanchée, j'étais un petit peu faire le tour des synonymes, mais pas que, hein. démantibulée. J'étais déboîtée. Ça a duré un moment, cette période-là. Mais ça va. Ça va bien. J'étais désossée, démise, démontée dans un autre endroit de mon corps. Un endroit plus grand, grand comme mes cuisses. Mes cuisses sont grandes. Elles étaient plus grandes avant. Elles ont maigri. Bon, oui, ben, ça a duré un peu plus longtemps que prévu. Mais puis et moi, on va bien, hein. On va très très bien. c'est... Et puis, quand même, faut quand même le dire, je suis quand même parfaitement bien montée. Hein? Allez. T'as vu? Je suis dans un grand château. Au bout d'une longue table en bois, et il y a une boule à facettes qui tourne au-dessus de la table. En face de moi, il y a quelqu'un. Je vois pas son visage, je sais pas si c'est un homme ou une femme. On attend. Et puis, il y a quelque chose qui monte dans ma gorge. Je sens que ça me gratte. Et ça arrive à ma bouche. Et... oh, il y a des trucs qui sortent de ma bouche. Mm-hmm. Oh. De l'herbe. De la terre. Sortent de ma bouche. Et des petites plumes de mue. Oh. Et... ah. Et un fil qui sort de ma bouche. Et il est long. Très, 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 très long. Et... au bout du fil, une pépite. Oh. Mon père,
On s'est plus vu depuis 15 ans. Il est resté à Spa. Et il sort plus de sa maison depuis vraiment très longtemps. Et donc un jour, il m'envoie un mail en me disant viens, il faut que je te voie, je dois te parler. Ben alors, à 35 ans, j'y suis allée. À cet instant de l'histoire, mon père ne bouge plus de sa maison, de son lit. Et la maison ressemble à un taudis et est remplie de tuyaux reliés à une pompe à oxygène. Et il est lui-même relié à ces tuyaux, avec ces tuyaux en permanence. Il est greffé à Internet. Il est directeur de la branche belge de LinkedIn. Il est brocanteur, collectionneur de cartes postales, de livres, de peintures, de gravures. Il mène de front plusieurs histoires sentimentales et virtuelles avec plusieurs dames, pour qui il est un grand chirurgien du pied, ayant œuvré en Haïti pendant le grand tremblement de terre. Il est polyglotte, il parle 4 langues, et il nous reçoit tous les dimanches dans sa villa à Balmoral. Balmoral, c'est le quartier le plus huppé de Spa. C'est au-dessus de Spa et c'est plein de villas, de grosses villas. Et il nous reçoit dans sa villa à Balmoral tous les dimanches à midi pour manger avec lui. Comment ça va, papa? Je pars. Je pars. Tu pars? Oui, je pars. Mais tu vas où? Oh je vais à Nice. Je vais sur la promenade des Anglais. Je vais voir la mer. J'ai quand même bien le droit, hein, à mon âge, de partir, parce que quand j'avais 18 ans, je devais partir en Afrique, jouer de la trompette avec une fanfare. Mais ta grand-mère n'a pas voulu, et je suis restée ici, je suis devenue pédicure, et j'ai ouvert un cabinet de pied, et j'ai fait des semelles. Oui, oui, bien sûr. T'as aussi été cafetier, ouvrier d'usine, tendeur d'oiseaux, éleveur de moutons, de lapins, de poules. T'as toujours tout commencé et jamais rien fini. J'ai stocké des bonbonnes dans ma cave. Dans cette cave-ci? Oui. Mais vous partez quand? Je pars tout seul. Hein. Cette fois-ci, c'est moi et ma voiture. J'ai quand même bien le droit à mon âge. Mais tes bonbonnes... Oui, j'ai stocké des bonbonnes dans ma cave. Dis, tu vas me faire répéter tout ce que je dis? Mais papa, enfin... Il y a quand même... Attention, tu marches sur mes tuyaux. Oui, pardon. Mais... Enfin, je veux dire, quand même, on peut pas... Mais je sais plus respirer. Tu marches sur mes tuyaux. Oui, attends, pardon, je sais pas comment. Voilà. Bon, papa, écoute, je dois partir, je reviendrai plus tard, je dois prendre le prochain train. Et pendant tout le trajet, ça tourne en boucle dans ma tête, mais qu'est-ce que c'est que ce gars? Hein? C'est qui? Mon père? Allez, non, hein, c'est pas mon père. Non, c'est pas mon père. Non. Je le mets où? Qu'est-ce que j'en fais?
il va me foutre la paix un jour. Et qui sera responsable si ça explose et que je ne dis rien? Je vous remercie, madame, de vous être déplacée un 24 décembre pour votre papa. Vous savez comment ça fonctionne, une mise sous protection de personnes en urgence? Eh bien, 2 policiers vont se rendre en ambulance chez votre papa. Ils vont l'arrêter, le priver de liberté et le mettre attaché dans l'ambulance et l'emmener dans le centre psychiatrique le plus proche, ici en l'occurrence c'est Liévenu. Ça c'est et le maintenir dans son lit, attaché pendant 2 jours. Ça c'est la procédure officielle. On ne peut pas y déroger. Vous vous rendez compte, madame, que votre papa, il est en soins palliatifs? Que de toute façon, vu son état, il peut quand même pas faire grand-chose. Écoutez, il a prévu un voyage à Nice et moi je veux pas qu'il parte et donc voilà, c'est comme ça. Oui, écoutez, moi non plus, je veux pas qu'il parte, votre papa. Au vu de ce que vous m'avez raconté, c'est un danger public. On est d'accord. Mais bon, alors j'ai bien le document du médecin qui demande la mise sous protection de personnes en urgence. Mais, madame, il suffit de lui confisquer ses clés. Et de toute façon, comme je vous l'ai dit, de toute façon, entre ces bonbons, ces tuyaux, et sa canne, il peut pas aller bien loin, votre papa. Ça fait 3 mois qu'avec mes frères et sœurs, on essaye de retarder son départ au maximum. Et vous ne le connaissez pas, vous, parce que moi, c'est mon père. Moi, je sais comment il est, mon père. Il est très fort pour vous embobiner. Il vous raconte n'importe quoi. Bon. Je vous le demande encore une 3e fois. J'ai les documents nécessaires, j'ai les documents du médecin, j'ai le document signé par vos frères et sœurs vous désignant comme personne décisionnaire dans ce cas particulier. Mais je vous le demande à vous. Voulez-vous faire ça? Je suis dans une maison, ou peut-être une ferme. Je suis un homme. Ça ressemble au poulailler de la ferme chez ma grand-mère. Et je dois donner à manger à une toute petite femme qui vient de l'eau. Je sais pas qui c'est, je sais juste qu'elle est petite et qu'elle vient de l'eau. Alors je la nourris pendant quelques jours et puis au bout d'un moment elle part. Et toujours elle laisse des petites traces d'elle, des petites croûtes, des petites plumes de mue. Et puis toujours elle revient, toujours elle est petite et toujours elle vient de l'eau. Nous sommes devant la mer. Je suis cet homme. Et je suis aussi cette toute petite femme.
On regarde les vagues. L'homme reste sur le sable. Et la petite femme, elle rentre dans l'eau. Et elle devient grande. Je deviens grande. Je me transforme. Les poissons viennent s'agglutiner comme ça sur mon corps. J'ai pas peur, hein, c'est juste que je suis surprise. Les poissons et moi, nous fusionnons. Je ne savais pas que j'étais une femme poisson qui avait besoin de l'eau pour devenir grande. Je mue. Est-ce que je mue? C'est une pièce de théâtre que j'ai déjà commencé à écrire depuis quelques années et ça suit un peu les périples d'un petit personnage qui s'appelle Pépi. Donc ça part de mon histoire et donc de mon père, de moi, de notre famille. Et donc comme mon père était, en tout cas à la fin de sa vie, il a été diagnostiqué comme étant bipolaire. Et donc il était quand même un peu mythomane et avait des grandes histoires. Mais c'est grande qualité, c'est le grand problème. Oui, c'est ça. Ouais. Ses grandes qualités et ses grands problèmes. Un jour, mon père s'est écroulé au milieu des gens dans une friterie, entre son boulet frites et sa bière. Il est mort. Moi, je suis assise à tes côtés et toi, tu es dans ton lit, couché sur ton lit d'hôpital et je me réveille, je te regarde et... Allez, t'as l'air d'aller mieux. Fichons le camp d'ici, tu me dis. En arrachant tes tuyaux. Une fois qu'on aura quitté cet étage, on sera tiré d'affaire. Mais papa, t'es pas en état, hein. Prends une chaise roulante et on fout le camp d'ici, on fout le bordel. Il faut qu'on se casse. Alors je prends une chaise roulante et on commence on cherche la sortie de l'hôpital. C'est pas facile hein, parce que et puis monsieur, revenez. Garde cet homme là, il faut le rattrapez-le. Moi je renverse une des serres derrière moi pour bloquer le passage derrière nous et on continue à rouler dans l'hôpital et puis on arrive sur le trottoir. Et là, ton ancienne Lada blanche est là et elle est toute neuve. Alors je te prends et je te mets dans la voiture. On va où? On va à Nice. Je vais voir la promenade des Anglais. Je vais voir la mer. Et tu ris comme un gamin de 8 ans et tu glisses ta tête comme ça par la fenêtre et tu dis oh, l'air, ça sent bon l'Afrique. Oh, j'aurais plus besoin de mes bonbonnes ici, hein. Elles vont pourrir dans ma cave. Et on rit tous les deux. Alors, moi, je prends la E80, sortie Toulon, Aix-en-Provence. Je suis pas très très bonne conductrice, mais on y arrive quand même. Et on arrive à la E50, direction Nice Centre. Là, je te prends et je te mets dans un transat sur le sable.
Et moi, je m'assieds. Je m'assieds à tes côtés. Et on regarde la mer tous les deux pendant longtemps. Et tu me dis, je suis là où je dois être. Là où j'ai toujours voulu être. Maintenant, tout ce qui peut arriver, arrivera. Et je te regarde et... Oui. T'as deux longs poils comme ça qui sortent de tes sourcils. Alors je les lisse. Bon, moi j'ai le même problème. Hein. Mais moi je m'acharne à les couper tous les mois. Et toi tu les laisses libres. Je sais que tu es parti depuis un moment déjà parce que j'ai vu ton bras tomber le long du transat inerte. Mais je me résous pas à me lever. Je te regarde et je crois que tu souris. Mon fils ne s'en rappelle pas, mais je lui ai raconté une histoire par soir pendant des années. Et il était toujours question de chevaliers, de planète Mars, de voitures bleues qui fonçaient à toute allure et d'aventuriers, de rencontres improbables et de gens à sauver. Et pendant nos balades en forêt, souvent tu marchais loin devant moi. Mais parfois aussi tu glissais ta petite main comme ça dans la mienne. Non, de rien. Oh, je la serrais fort. Et on jouait au jeu de la 4e dimension. C'est un jeu qu'on avait inventé. On marchait dans les cailloux bien silencieusement et tu me demandais, c'est encore loin, maman? Chut. Il faut pas faire de bruit. On va aller dans un pays imaginaire, maman. On va aller au pays des chutes de lave ou des contes de fées. Tu préfères quel pays, toi? Alors on marchait, et puis on arrivait dans la 4e dimension. Et là, on n'était plus maman et le fils, non. Non. On était autre chose. Et on vivait des aventures extraordinaires. Et puis on repassait dans notre espace-temps à nous et on arrivait au bout de la 4e dimension et on redevenait nous. D'abord, j'ai fait une boule de papier journal épaisse. Je l'ai amassée autour d'un pieu. Puis j'ai mis de l'argile autour. Pendant plusieurs jours, j'ai travaillé la terre. J'ai modelé la tête à une image. J'avais des photos. J'en ai choisi une. Je l'ai imprimée. Puis j'ai sculpté les sourcils, le nez.
Un, deux,